Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On se retrouve aujourd'hui pour le sujet de la semaine et on voulait vous parler. Ça fait en plus quelques temps qu'on a ce sujet en tête avec Julien parce que on l'a vendu 30 décembre 2026 et on devait vous faire un point sur combien est-ce qu'on a vraiment gagné sur ce bien-là. Et là, on a pris le temps de faire les calculs et de poser un petit peu l'opération. Donc, on va vous parler de notre appartement, le premier bien qu'on a acheté et qu'on a vendu là en fin 2025. C'est ça, après 6 ans et demi de détention. C'est ça, et une énorme galère sur la fin, quand on prend un peu de recul sur tout ça, au final, ça valait quand même le coup. Exactement, et en plus, vraiment, l'avantage qu'on va avoir dans cet épisode, c'est qu'en fait, on va vraiment vous donner la fin complète d'un investissement IMO avec la revente, parce qu'on dit souvent que, entre guillemets, t'as terminé ton investissement quand t'as mis en location, que tu gagnes ton loyer. Oui, ça c'est quand on parle de, entre guillemets, mettre en place un investissement. Mais en soi, l'immobilier, vous avez l'enrichissement en cours de vie via l'amortissement du capital, l'éventuel cash flow que vous allez avoir, mais vous avez aussi le jour où vous revendez un bien, potentiellement vous avez une plus-value, combien est-ce que vous avez concrètement gagné avec un bien, à la fois par les loyers et par la revente, et justement, on vous en parle aujourd'hui sur notre toute première opération. Je crois qu'on avait déjà fait un épisode déjà sur comment est-ce qu'on avait acheté, etc., le contexte à l'époque. Du coup, je l'ai sur les yeux, c'est l'épisode 99 si vous voulez aller l'écouter. Et peut-être que on peut faire un rappel vite fait. C'est un bien. Alors, Julien et moi, on n'était pas ensemble. Tu l'as acheté l'année avant qu'on se mette ensemble. Quelques mois avant. Quelques mois avant. Et tu l'as acheté du coup via une SCI à l'IR, s'il vous plaît, au coin Julien. Oui, après j'avais fait mon calcul parce que globalement... Il dit là, oui, je savais que j'allais sortir avec une comptable un an après, Non, et du mais coup, bon, elle allait tout me faire passer à l'IS. globalement, j'avais fait mes calculs parce que j'avais créé la SCI moi-même, et en fait, si je la passais à l'IS dès la création, je devais prendre un comptable immédiatement. Et en fait, j'avais fait mes calculs que l'année 1 et l'année 2 de la SCI, on allait être légèrement en positif, ce qui allait nous permettre de quasiment pas payer d'impôt sur le revenu, et que globalement, à partir de l'année 3, on passera à l'IS. C'était un peu comme ça que j'avais calculé. Je vous le recommande pas, mais de l'époque, ma connaissance fiscale que j'en avais, ça me paraissait une bonne idée. Sachez qu'en plus, peut-être les comptables y suivront, mais dans les comptes de la SCI, j'ai un prorata de compte courant où tu as déjà payé de l'impôt et qui est isolé du coup. Pour que je puisse suivre les déclarations, parce que ça correspondait du coup avant le bilan d'ouverture de la SCI à l'IS. Ouais. Exactement, et que surtout notre déclaration comptable soit juste. C'est ça. Marie s'est bien amusée à refaire, du coup, ça a été un vrai casse-tête. Merci à toi d'ailleurs d'avoir repris cette galère-là. Oui, c'est quand je l'avais fait, en plus j'étais pas une reine de la compta, parce que du coup on s'est mis ensemble, je commençais mon master 1. Et pour ceux qui ont déjà fait des études de compta, normalement master 1 c'est pas faire grand chose. Donc du coup je m'en suis pas si mal sortie. Et voilà pour ça. Donc tu l'avais acheté 53 000 €. C'était 53 700 €, frais d'agence inclus. Il est affiché à 60, c'était via la négociation. Je raconte toujours cette anecdote, c'est pour montrer un peu quand tu sais pas les choses bizarres que tu peux faire. Globalement, l'appartement est affiché 60 000 €. On l'avait visité, et quand j'ai fait la négociation, j'ai fait une offre hors frais d'agence. Genre, j'ai fait une offre en net vendeur, donc je sais plus, j'avais proposé genre 49 000 € net vendeur. Et du coup, l'agence IMO m'a dit, avec les frais d'agence, ça fait combien? J'étais en mode, je sais pas, ça vous le calculer. Elle m'a dit, non, mais moi, pour présenter au vendeur, j'ai besoin d'une offre frais d'agence inclus. Du coup, j'avais repris ce qu'elle avait mis dans l'annonce en termes d'honoraires de négo, je sais plus, c'était 8% et quelques. Et du coup, j'avais recalculé, c'est pour ça qu'on était sur 53 700. Et c'était passé comme ça, et en plus c'était la première offre qu'on avait fait qui était passée du premier coup. À l'époque, je regardais les vidéos d'Olivier Seban qui disait si votre offre est acceptée du premier coup, c'est que vous n'avez pas proposé assez bas, et j'étais dit j'ai pas proposé assez bas, je pense que j'aurais peut-être pu gratter encore 1000 ou 2000 € de plus. Enfin bref. Je sais pas pourquoi c'était un prix aussi bas en vrai, parce que pour le coin, pour ceux qui savent, on peut dire où c'est maintenant ou pas? Alors, t'as plusieurs... C'est à Montpellier, pas très loin de la pharmacie, en haut de Boutonnet pour ceux qui connaissent. Mais en fait, moi je trouve que c'est très bas pour le c'est sûr, pour parce le quartier. que justement, Même en 2018. J'allais donner un petit peu les chiffres pour être précis. Globalement, quand on visite cet appart, du coup on le visite en janvier 2018. Je pense que c'est ce qui fait que, entre guillemets, il est pas parti plus vite. C'est que plusieurs raisons. Je pense que c'est un moment où forcément on est l'hiver, donc il y a peut-être un petit peu moins de gens qui vont visiter. Donc entre guillemets, nous on a eu le temps d'aller visiter cet appart et de faire une offre, parce qu'en fait il était vraiment pas cher. On était à 60 000 € pour un T3 de 63 mètres carrés. Le seul défaut de l'appartement, c'est qu'il était globalement dans son jus et qu'il était loué, et que la locataire était
très moyenne. On va y revenir. Je me souviens même que dans mes calculs que j'avais fait à l'époque pour me rassurer que c'était une bonne affaire, j'avais calculé que si elle ne payait pas le loyer et qu'on mettait 2 ans à l'expulser, globalement, on était quand même rentable. Tu me fais rire. C'était comme ça que je l'avais calculé. Aussi, ce qui sécurisait pas mal l'opération, c'est que le loyer, c'était 785 € avec les charges et globalement, il y avait 500 € de CAF. Donc, on va dire, il y avait déjà plus de 2/3 du loyer qui était payé par la CAF. Donc, ça aussi, c'était plutôt rassurant en termes de calcul sur l'opération. Mais c'est vrai que globalement, pour un quartier à Montpellier où on est entre 1005 et 2000 € du mètre carré, donc on n'est pas dans les meilleurs quartiers, on n'est pas dans les pires non plus. On est, pour ceux qui connaissent Montpellier, on est à la limite des quartiers, du quartier des Arceaux et du quartier... ouais, on va dire, on est à la... C'est pas très loin de la fac de pharma. De pharma, c'est ça exactement. Donc à la limite du quartier des Arceaux, de Boutonnet et de l'autre quartier qu'on appelle Astruc, globalement. Oui, c'est ça. Donc il était pas parfait en termes d'emplacement, mais c'était plutôt pas mal parce que c'était dans la zone où il y a beaucoup d'étudiants qui habitent pour aller aux différentes facultés qui sont pas très loin par tram ou t'as par le bus. tram à 5 minutes. Ouais, c'est Je sais ça. plus comment il s'appelle le tram, pas loin, mais... c'est la ligne 3, la si ligne je dis pas 3, de bêtises. mais je sais plus quoi. Et globalement, c'est vrai que là, avec la négociation que j'avais fait à 53 700 €, on était à 852 € du mètre carré. Belle affaire, Julia. Donc on achetait, franchement, 852 € du mètre carré, même dans des zones ultra rurales, on a du mal à avoir des prix comme cela, quoi. Donc je pense que c'était une bonne affaire. Il y a plusieurs choses qui l'expliquent, hein. Le vendeur, il avait eu le bien par héritage. Mais il était super vieux aussi, il était tellement vieux, il avait genre 94 ans, truc comme ça. Enfin, je me souviens, je l'avais vu, c'était vraiment genre le type de personnes âgées qui ont vraiment du mal à se déplacer, etc. En plus, on était encore à l'ancienne époque, c'est-à-dire que là, si vous achetez de l'immobilier en ce moment, vous avez l'habitude, tout se fait en visio avec les notaires. À l'époque, en 2018, les notaires... mais tu sais que sur ce bien-là, j'ai 3 chemises différentes entre les actes notariés, les AG, les prêts et tout. J'ai trois chemises entières de papier sur ce truc-là. Ils envoyaient rien par mail à l'époque. Tout était papier. On s'était déplacé parce qu'en plus, le vendeur avait pris son propre notaire. Nous aussi, on avait le nôtre et leur notaire était en plein milieu. Pour ceux qui connaissent la ville de Montpellier, c'est vraiment dans le centre. C'est galère d'aller se garer pour aller à l'étude notariale. Globalement, les frais de notaire, bon, forcément, ils étaient un peu élevés parce que vous savez, les frais de notaire, c'est plus ou moins un pourcentage de votre acquisition, mais c'est un peu dégressif. C'est-à-dire qu'en général, là, pour une acquisition autour de 50 000 €, on a payé 5 500 € de frais de notaire. Globalement, si vous achetez un bien à 500 000 €, vous payerez plutôt à peu près 40 000 € de frais de notaire. Donc bon, c'est dégressif, mais à peu près 10%, on va dire. On a eu, du coup, parce que ce bien, on l'a gardé 90 mois. Je fais un petit calcul avec mes tableaux Excel, etc. Donc on l'a gardé un peu plus de 8 ans. On l'a vendu, du coup, comme tu disais, fin 2025, après une grosse galère dont on reviendra un peu plus tard dans cet épisode. Mais si vous voulez un petit peu la suite de ce que ça nous a coûté et rapporté, le coût du crédit, alors là, forcément, c'est une masterclass. On s'est gavé, ouais. Non, parce qu'on a fait t'avais fait une petite erreur sur le crédit, mais c'est vrai qu'au niveau du taux, c'était quand même royal. Exactement. J'avais fait une petite erreur sur le crédit parce qu'on avait fait un emprunt sur 8 ans. Exactement. Donc le crédit était quasiment fini quand on a vendu. C'est aussi quelque chose qui nous encourageait à le vendre vite. Pourquoi on avait fait un crédit aussi court? C'est qu'en fait, étant donné que le bien était tellement peu cher, le loyer était tout de même un petit peu important, le banquier avait dit si vous voulez, on fait en sorte de faire coïncider le loyer et le crédit pour que ça se rembourse le plus vite possible. Moi, j'étais en mode ouais, c'est pas si bête, comme ça en 8 ans il est payé, sauf que forcément il n'y avait pas de cash flow, on était même légèrement en cash flow négatif à cause des charges de copro et de la taxe foncière, mais ça on y revient juste après. Après, t'avais pas de notion de financement à cette époque-là, t'étais en L3 de droit. Ouais, exactement, j'étais en 3e année de droit, j'étais encore en perspective de vouloir faire avocat fiscaliste ou je sais pas quoi. Exactement, en plus même en perspective, en termes de formation sur l'aspect immobilier, etc. J'étais au début, je regardais des vidéos sur internet, je lisais sur des forums, etc. En plus à l'époque, il y avait plein de mythes autour du financement. Enfin bon, bref, peut-être des choses qui aujourd'hui me paraissent évidentes, mais à l'époque, il y avait des informations que j'arrivais pas à trouver. On parlait du fameux taux différentiel pour calculer les revenus, les trucs comme ça. Ça c'est intéressant. On y reviendra peut-être une autre fois, ça, des mythes que j'ai pu voir un peu à l'époque. J'ai démarré l'immobilier, VS, comment ça marche concrètement dans la réalité. Ça peut faire une idée d'épisode intéressant. Et globalement, notre coût du crédit sur 8 ans, c'est 2634 €, assurance inclus. Royal. Forcément, on avait un taux, je sais plus, on est à 0... En dessous d'un, je pense. Hein. Ouais, on a un taux à 0,80, un truc comme ça. Après bon, on était en 2018 plus crédit court, donc forcément, on avait eu un taux ultra canon. Donc forcément, le coût du crédit sur 8 ans, il est ridicule. Par contre, ce qui est pas ridicule du tout et ce qui peut-être nous a fait le plus mal en 8 ans, c'est taxe foncière et charges de copro.
Faut savoir que j'ai calculé, on a payé 9 750 € de taxes foncières en 8 ans. Pour se faire emmerder par la mairie après, hein, Exactement, franchement. on va y revenir également. Et surtout, on a payé 22 500 € de charges de copro. Ouais, pourquoi du coup? C'est principalement, je pense que c'est cette histoire de chauffage en fait. Tu sais, c'est le chauffage collectif. Oui. Donc il y avait de ça, c'est qu'en fait la locataire en plus, elle Chauffait fort. ouais, chauffait fort en fait. Quand vous rentrez, c'était la fournaise. En plein hiver, on peut se balader en petites bretelles, on était bien quand même. Et c'est surtout que c'est des chauffages collectifs, donc la consommation, elle est répartie par les tantièmes. Enfin bref. Exactement, donc on avait une copro où c'était un petit peu le all-inclusive de la copro, mais vous savez, si vous êtes investisseur immobilier, celle aussi, ça coûte le plus cher, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec chauffage collectif, eau chaude, eau froide collectif, plus c'était une vieille copro avec beaucoup d'entretien, donc faut savoir qu'on a tout eu, on a eu des réfections sur la toiture, on a eu des travaux sur les colonnes de VMC, sur Et les colonnes l'ascenseur aussi, d'évacuation de l'eau, sur l'ascenseur, sur le local poubelle, sur les parkings, sur le portail du parking, bref, on a pu avoir tous les travaux d'entretien possibles et inimaginables sur une vieille copro des années 70. Donc ouais, 22 500 € de frais de copro en 8 ans, c'est stratosphérique. On était environ à 4 ou 5 000 par an. 4 000 par an, je crois, si je dis pas de bêtises. Un truc comme ça, ouais. En termes de travaux, 5 000 € de travaux sur 8 ans. C'est à la fois... C'est OK. Ouais, en c'est OK, vrai. je pense. C'est plus ou moins dans ce qu'il faut prévoir sur l'entretien d'un appart. Donc c'est pour ça, quand des fois je vois des investisseurs très précautionneux qui mettent genre 100 € par mois tous les mois de côté pour des travaux, très sincèrement, ça coûte pas autant et fort Franchement, heureusement. en plus, je trouve que c'est assez aléatoire parce que nous, par exemple, il y a un immeuble qu'on a depuis 2022, c'est que de l'habitation aussi. On a fait genre 0 travaux. Je crois que j'ai dû changer une fois un ballon d'eau chaude, c'est tout. C'est moi Donc qui ai changé mon chaude avec tu l'as le plombier. descendu, tu l'as descendu avec le plombier, mais oui. Enfin, du coup, je crois que la facture c'est 280, je crois que c'était ça la facture. Enfin, Non, le ballon c'était 600. 6, t'es sûr? Ouais, si, c'est quand même un ballon, c'est pas 200. Bon, je le regarderai, mais enfin, bon, pour vous dire que sur 4 ans ou 5 ans qu'on l'a, 1000 balles de travaux, quoi, grosso modo. y a rien à prévoir, donc ça dépend vachement. Et là, principalement, les travaux, du coup, c'est parce qu'on a été obligé de les faire. On les a même pas fait de notre propre gré. Exactement, ça, on va y revenir juste après sur un peu le problème qu'on avait eu. Là où je voulais, parce que souvent on nous demande les chiffres, alors pour une fois qu'on les a préparés avec un beau tableau et que je les ai sous les yeux pour vous les dire religieusement, je me suis amusé à calculer ce qu'a représenté la taxe foncière et les charges de copro par rapport au total de ce qu'on a encaissé. Globalement, on est du coup sur 8 ans à 32 250 € de charges de copro plus taxe foncière, ce qui représente 20% de tout ce qu'on a encaissé sur ce bien, donc à la fois sur le prix de revente et sur les loyers encaissés. Ouais. Donc globalement, il faut savoir que pour ce bien-là, pour 10 € qui sont rentrés dans notre poche, il y a 2 € qui étaient soit pour payer la taxe foncière, soit les charges de copro. Donc c'est vrai que c'est assez énorme. Maintenant, sur les prix, concrètement sur les prix de revente, on a revendu ce bien 105 000 € net vendeur. On n'avait pas d'agence, donc il n'y a pas eu de commission. On l'a fait nous-mêmes. On a encaissé en loyer 62 250 €. Bon, ça, c'est des loyers, charges de copro, enfin, charges inclus. Pourquoi je l'ai fait comme ça? C'était que c'est compliqué pour moi de distinguer à la fois le hors charge, charges comprises plus copro, parce qu'en fait, dans les charges de copro, il y avait une partie qui était refacturable au locataire, par facturable au locataire. J'ai préféré tout mettre ensemble. De toute façon, les calculs reviennent au même. Mais globalement, on a encaissé 62 250 € en 8 ans et un petit peu moins, parce que justement, on y reviendra juste après, mais on a arrêté d'avoir des loyers au bout de 7 ans et demi. Et le locataire est parti à la 8e année, vous comprendrez pourquoi. Et ce bien qui a été revendu du coup 105 000 €, on a pris un prix de revente au mètre carré à 1 666 €. Donc le double de ce que Donc t'avais le double acheté, de ce qu'on a payé, ce qui était très cohérent par rapport au quartier, par rapport à l'évolution des prix dans ce quartier. Donc au final, là où on fait vraiment une masterclass sur ce bien-là, c'est sur la revente, parce qu'on le revend le double de ce qu'on l'a payé. Je pense que certes, on a bénéficié en 8 ans d'une petite appréciation du quartier. Je pense surtout c'est qu'on avait très bien acheté, et ça rebondit sur ce qu'on dit toujours dans l'immobilier, c'est que les bonnes affaires se font à l'achat, et que globalement, cet appartement, je pense que quand on l'avait acheté à l'époque, on aurait dû plutôt le payer 80 000 plutôt que le payer 50 000. Forcément, si elle avait payé 80 000, on aurait eu genre 25 000 € de plus-value et pas plus de 50 000, quoi. C'est ça. Et du coup, en net dans notre poche, ça fait combien? En net dans notre poche, alors pour que vous compreniez bien le calcul, j'ai additionné notre prix de revente à 105 000, nos loyers encaissés à 62 250, et j'ai retiré notre prix d'achat et toutes les charges qu'on a eues, donc à la fois les frais de notaire, le coût du crédit, les taxes foncières, les copros,
les travaux et du coup, on arrive à un encaissement brut de 167 250 €, auquel on retire 99 000 € de charges brutes et on arrive à un net encaissé sur la société de 68 166 €. Ce Ce qui est qui est bien, pas hein. mal Ce qui est bien. Belle parce que performance pour le premier. en 90 mois, ça fait quand même 757 € d'enrichissement net. Ouais. Donc bon, on crache pas dessus, hein, Bah, ça veut dire quand honnêtement. même que la détention de ce bien, chaque mois, nous a enrichi de 757 €. Sachant qu'en plus, on y reviendra juste après, on n'a pas eu de loyer pendant plusieurs mois. Ouais. Donc en réalité, si on n'avait pas eu le souci dont on va reparler avec la mairie, on aurait plutôt, je pense, été autour de 900 € par mois à peu près sur ce bien-là. Donc c'est bien supérieur au loyer parce que le loyer net, il était autour de 600 €. Mmh. Donc on voit bien qu'avec la plus-value, notre vrai enrichissement, et y compris quand on retire toutes les charges de copro, la taxe foncière, etc., était bien supérieur à tout ça. Et ce qui renforce encore une fois que la force de l'immobilier, certes, vous avez le loyer, le cash flow, mais c'est surtout que quand vous revendez, que vous avez de la plus-value, c'est aussi là où vous avez un gros enrichissement qui vient de votre immobilier. Il y en a, ils disent que c'est quand même impossible de faire les 2, c'est d'avoir en gros un bien à rendement plus avec plus-value, tu C'est vois. plus dur. Je dis Je pas que pense c'est aussi que c'est impossible. plus dur. Je dirais pas qu'on ait des plus-values gigantesques sur tous nos acquisitions, mais ce qui est sûr, c'est que Ce sera pas la seule où on aura ce type de plus-value. ouais, je pense. Et puis là, bah, encore une fois, Julien a raison, c'est que votre rentabilité et votre création de valeur, elle se fait surtout à l'achat. C'est parce que tu l'as acheté bas que J'étais là au bon moment. voilà, c'est ça. Après, on va pas se mentir, c'est full chance. À l'époque, on n'avait pas de réseau. C'est ma toute première C'est le opération. premier, on C'est aurait le pu faire des premier trucs. appartement que j'ai visité. C'est là où, entre guillemets, il y a un petit facteur chance. Après, moi, c'est ce que je dis toujours. On a autant de chance que de malchance. Autant on a eu de la chance sur l'achat de ce bien-là. Autant vous le savez, quand on vous raconte les autres galères qu'on a eues depuis qu'on fait de l'IMO, on a eu beaucoup de malchance sur d'autres points. Donc voilà, c'est aussi un équilibre qui vient dans la création de votre patrimoine. C'est évident que sur l'acquisition de ce bien-là, on a eu beaucoup de chance. Ouais, là où je pense que du coup on aurait pu s'éviter, c'est les travaux, parce qu'en plus les travaux, en fait on a été obligé de mettre ces travaux-là sur correspondant à une liste. C'est-à-dire que c'est pas nous qui les avons arbitrés. Bah, peut-être tu veux réexpliquer le problème qu'on a eu. Oui, en fait, le souci qu'on a eu sur cet appart, c'est un problème qu'on n'avait pas anticipé parce qu'on pensait pas que ça serait aussi violent, que ça se passerait comme ça. C'est le fameux appartement. On a eu un arrêté d'insalubrité dont on vous a parlé dans un autre épisode de ce podcast. Et cet arrêté d'insalubrité, il est arrivé justement au moment où on avait décidé de vendre. C'est-à-dire qu'on prend la décision de vendre cet appartement au début de l'année 2024, sachant que le bail de la locataire qui avait été renouvelé juste après notre acquisition, donc qui courait pendant 6 ans, puisqu'on avait acheté avec une SCI, et quand le bailleur d'un appartement nu est une société, le bail dure 6 ans. Donc le bail se terminait au mois d'octobre 2024. On a pris la décision, du coup, début d'année 2024, de ne pas renouveler le bail, de donner ce qu'on appelle un congé pour vente. Donc, c'est quelque chose tout à fait légal que vous pouvez faire. On a même fait les choses bien parce que, je sais pas, j'ai eu un pressentiment qu'on allait avoir des galères Ouais. si on respectait pas bien les choses. Et je l'avais fait faire par huissier. Ça coûte 100 € de faire un congé pour vente par huissier. L'avantage, c'est que vous êtes sûr que sur les formes qui sont prévues dans le congé pour vente, vous êtes bon parce qu'en fait, c'est un document qui doit contenir pas mal de mentions et ces mentions sont nécessaires à peine de nullité du congé pour vente. Donc en fait, prenez pas de risque d'essayer de le rédiger vous-même si vous ne savez pas faire, parce qu'entre guillemets, vous prenez le risque que si votre locataire décide de aller en justice ou de vous mettre des bâtons dans les roues, vous mangiez une nullité de votre congé pour vente. Donc on lui envoie 6 mois avant la date de fin de bail, comme le prévoit la loi, et c'est un peu là où les galères commencent, c'est que la locataire a pris la mouche, a décidé de faire venir L'assistante une assistante sociale. Et l'assistante sociale a rien de trouvé mieux à dire que bah écoutez, vous voulez rester dans l'appartement pour ne pas partir, on va faire en sorte que vous ayez un arrêté d'insalubrité. Vous inquiétez pas, je connais un inspecteur à la ville qui va mettre l'arrêté d'insalubrité sans aucune Pitié. non, c'est pas une question de pitié, c'est sans aucun motif légitimement C'est ça. justifié. Et en à peine 2 mois, on s'est retrouvé avec un arrêté d'insalubrité sur l'appartement, avec encore une fois des motifs qu'on a montrés à plusieurs avocats, et tous les avocats nous ont dit vous n'auriez pas dû prendre un arrêté d'insalubrité pour ça, parce qu'en fait dans le document qu'on avait reçu de la part de la mairie de Montpellier, il n'y avait que des choses qui étaient vaguement floues, du style on nous a dit l'appartement est insalubre parce que vous devez assurer l'étanchéité des pièces humides, vous devez faire en sorte qu'il y ait suffisamment de prises dans la cuisine,
vous devez faire en sorte que le sol soit facilement lavable. Enfin vraiment, on avait des trucs comme ça. C'est-à-dire que C'est l'arrêté d'insalubrité, normalement, c'est donné dans un logement quand vous êtes un marchand de sommeil, que l'appartement est moisi, qu'il y a des rats, qu'il y a des cafards, et qu'en plus c'est la faute du propriétaire, parce qu'entre guillemets, si vous êtes un propriétaire, vous avez donné un appartement propre, et que c'est parce que le locataire est un crado, bah ça peut pas être un arrêté d'insalubrité de la faute du propriétaire, parce que si c'est le locataire qui est responsable de la situation, on peut pas lui imputer sur le dos. Nous, on s'est quand même retrouvé dans cette situation-là, alors qu'on avait un appartement qui certes était vétuste, Bah, de ça on le toute manière, savait. tu le vends pas 105 000 s'il est insalubre, en fait, hein, Ouais, c'est vrai, ça c'est pas non, faux. mais c'est vrai, C'est pas faux. C'est pas faux. et c'est surtout qu'en fait, la locataire a enfin, moi, je suis désolée, mais moi, je n'aurais jamais pu vivre dans un truc pareil. C'était quand même très sale. Et par exemple, en fait, elle avait pris des libertés toute seule. Par exemple, le sol, je pense qu'il y avait 2 couches différentes de lino mal Oui. posées. Donc forcément, à nettoyer, c'est un peu plus chiant, quoi. Il y a des trous dans le lino à cause des meubles. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Quand elle a eu l'appartement, les menuiseries fermées, là, elle avait cassé Une vitre. une vitre. Elle Euh, l'avait recollé avec du carton. avec du carton, voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La salle de bain, en fait, elle n'a jamais entretenu les joints. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Bah, c'est que ça moisit derrière. Donc ça, c'est nous qui avons dû le réparer alors qu'en fait, c'était à sa charge. Oui, c'est de l'entretien du logement. Et en fait, on est tombé sur un cow-boy de fonctionnaire, comme on a connu Rarement. quelques-uns, ouais. Oui, mais comme rarement on en croise, parce Ouais, non, que mais lui, par contre, il était vénère. lui, il était vénère. Et en fait, bah, tout ça, c'était une injustice. Il s'est torché avec la procédure. Pourtant, on est quand même dans un pays très procédurier. Et il s'est complètement torché. On n'a pas eu l'avis de contradictoire. On n'a pas eu le droit de... D'apporter nos arguments, C'est on n'a pas eu ça. le droit d'avoir une visite sur place comme on l'avait demandé. En plus, il nous demande de faire les travaux. On envoie l'artisan. Elle ouvre pas. Enfin, je vous laisse imaginer. Ça, c'était des... En vrai, maintenant, quand je me rappelle un peu, souvent, on oublie des fois les galères qu'on a eues ou comment on aurait pu se sentir. Mais là, je me rappelle qu'en vrai, ça avait été des mois qui étaient vraiment difficiles, hein, Ouais, pour le ça, coup. ça a vraiment été difficile parce qu'en plus, c'est bon. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà dit ici, mais que pour nous, il y a plus de justice dans ce pays. Et c'est vrai que notamment, bah, quand vous avez un problème avec un locataire, bah là, vous en avez pour des années de procédure et entre guillemets, vous êtes complètement délaissé par l'État. Par contre, quand c'est l'État qui s'en prend à vous, en 2 mois, c'est réglé. Et si jamais vous voulez contredire, bah, il y a pas de souci. Allez vous battre avec Avec le préfet, le préfet ou je ne sais quel juge franc-maçon du tribunal administratif qui, dans tous les cas, fera plaisir au maire parce qu'en fait, ils aiment pas trop casser les arrêtés d'insalubrité en référé parce que sinon, entre guillemets, ça fait jaser parce que, entre guillemets, la politique de la ville, vous comprenez, c'est de faire des chiffres pour tout simplement montrer qu'ils luttent contre le mal logement. Enfin bref, vous rentrez dans toutes les considérations problématiques liées à la politique dans ce pays. Et c'est vrai que ça a été une des plus grosses galères qu'on a eu à gérer. ouais. Enfin, soulagé quand ça s'est arrêté. Et comment est-ce qu'on a fait pour s'en sortir? Eh ben, c'est simple, on lui a trouvé un logement. Ouais, on lui a trouvé un logement On lui a nous-mêmes. payé sa caution, on lui a dit bon vent. Et elle était contente parce qu'en fait, tout le fond du problème n'était pas que l'appartement était insalubre, c'est qu'en fait, cette dame-là devait être logée dans le parc social et que elle n'a jamais été aidée dans ses papiers et qu'en fait, ça faisait des années que son dossier n'était pas à jour, donc elle ne pouvait pas être présentée favorablement pour un logement. Pourtant, elle avait 3 enfants, je crois, à charge, femme veuve ou je sais plus, elle était toute seule, enfin bref. Et en fait, il y a que comme ça qu'on s'en est sorti, c'est en lui trouvant nous-mêmes le logement. Et encore, c'est un peu comme ce qu'on disait lundi avec les mecs de la mairie pour la façade. On a eu un deuxième cow-boy de fonctionnaire qui a rajouté des trucs par rapport au premier. Enfin bref, c'était compliqué, mais tout ça pour expliquer qu'en fait, on aurait pu, je pense, s'enrichir encore un peu plus sur ce truc-là si... On n'avait pas eu cette galère parce qu'en c'est ça. théorie, la locataire aurait payé son loyer jusque à la sortie de son bail et au lieu de vendre l'appartement en décembre 2025, si elle était sortie de l'appart, parce que on l'a vendu en décembre 2025, sachant qu'elle est sortie en mars 2025 de l'appartement, donc bien évidemment, on n'a pas eu de loyer entre juillet et mars 2025 en plus, et en théorie, elle aurait dû partir en octobre 2024. Ouais, c'est ça. Et globalement, je pense qu'on aurait vendu l'appartement en juillet 2025, quelque chose comme ça. Donc on aurait gagné 6 mois de loyer et on aurait vendu 6 mois plus vite. Donc globalement, je pense que nos chiffres auraient même été un petit peu mieux. Je pense que globalement, comme je l'avais simulé, au lieu qu'on soit à 757 d'enrichissement d'euros, enfin 757 euros par mois d'enrichissement en un peu plus de 8 ans, on aurait été globalement à 900 euros en 8 ans. Globalement, enfin 900 euros par mois en 8 ans. Après, pourquoi on vous parle de tout ça
c'est aussi pour vous montrer que c'est une opération, finalement, on avait tellement bien acheté que même avec une grosse galère qui nous a fait perdre pas mal d'argent, parce que globalement, quand on compte les travaux qu'on a fait qui finalement n'étaient pas nécessaires, parce que c'est pas des travaux qu'on a récupérés sur le prix de vente, plus les mois où on a peu de loyer, plus les mois où ça a retardé notre vente, globalement, c'est une affaire qui nous a coûté à peu près 15 à 20 000 euros. Mmh. Et malgré ça, on finit quand même avec un enrichissement de 68 000 euros sur la durée de détention de cet appartement-là. Et honnêtement, sur une très belle OP, enfin, je veux dire, on regrette pas d'avoir acheté ce bien, juste en fait, c'était chiant que ça se passe comme ça à la fin. Et c'est surtout pareil, c'est que je dis souvent dans les galères, plus que des questions d'argent, c'est des questions de temps, parce qu'on voit finalement on est gagnant même à la fin, même si sur le moment ça nous a fait sortir un peu de trésor pour les travaux, ça nous a retiré un Ouais, mais loyer où on en a dû plus, continuer à payer le prêt. c'était sur la fin, je te coupe, mais c'était sur la fin pendant notre master plus nos, je sais pas combien d'années de CDI, il s'était quasiment rien passé. Alors, on Oui, avait un et peu, cet appartement se payait tout seul. voilà, ça se payait tout seul. Juste, il fallait un peu la courser pour le loyer, mais souvent, t'arrivais à récupérer ce qu'il fallait. Donc, en fait, il y a juste la dernière année où tout a un peu capoté, mais sinon, Ouais, sinon ça avait, c'était un peu passif quand même, sinon hein. c'était une opération qui se passait vraiment, vraiment bien. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'était totalement passif, parce que pour le coup, c'est un appartement, on allait quasiment jamais, on y allait 3-4 fois, je pense, vraiment, quand elle nous appelait qu'il y avait un petit problème. Et en général, à chaque fois, c'était souvent de sa faute. Une fois, elle m'a fait déplacer parce qu'elle avait pété l'interphone, et je suis arrivé, et je suis en mode, bah, vous avez cassé l'interphone. Elle me dit, bah oui, mais j'ai pas fait exprès. Je suis en mode, bah, je peux pas remplacer un interphone, vous avez cassé sans faire exprès, ou alors je vais vous Mmh. envoyer la facture, mais vous comprenez bien que quand on fait pas exprès les choses, c'est quand même à nous d'assumer. Enfin bref, c'est pour vous montrer un peu comment ça se passait. C'est vrai que c'est pas jusqu'à ce qu'on ait cette galère-là, c'est pas un bien qui nous avait pris beaucoup de temps. Par contre, ce qui a été très positif, c'est que maintenant on va parler un petit peu de retour sur investissement, donc le fameux ROI, Mmh. et notamment pour le comparer aux investissements en bourse, parce que ça peut des fois se dire, bah, au final, on regarde l'immobilier, voilà les galères que vous avez eues en X années, au final, vous auriez peut-être mieux fait d'investir ces sommes-là en bourse, etc. C'est intéressant de vraiment comparer, parce que là, maintenant qu'on a tous les chiffres jusqu'à la fin de l'investissement, on peut vraiment comparer ce qu'on a gagné avec des rendements comme si on les avait par exemple placés en bourse. Et là, vous voyez qu'en fait, c'est là où on se rend compte de la puissance de l'immobilier et de l'effet de levier, que entre guillemets, on peut pas battre l'immobilier grâce à l'effet de levier avec des investissements en bourse. Tout simplement, je vous ai fait 2 simulations. Il faut savoir que c'était un bien où on avait fait 15 000 euros d'apport à l'époque. Encore une fois, une erreur, on aurait dû financer le max qu'on pouvait. Bref, on avait fait 15 000 euros d'apport. Donc, globalement, en ayant mis 15 000 euros pour faire cette opération, ça nous a fait 354% de retour sur investissement en 8 ans, ce qui fait un retour sur investissement de 47% par an. Donc, trouvez-moi un placement, vous arrivez à faire 47% par an. Je suis même pas sûr qu'en crypto, alors sauf si tu as acheté genre en 2012, tu vois, mais si par exemple tu as placé 15 000 euros, je sais pas moi, en 2023, je suis pas sûr que tu aies forcément fait 47% de ROI, par exemple, à la date d'aujourd'hui, tu vois, avec en plus les cryptos qui font un peu la gueule. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai refait en plus la simulation où si on avait apporté ce qu'on recommande quand vous faites un investissement immobilier, c'est-à-dire uniquement d'apporter les frais de notaire, si on avait apporté seulement 5 500 euros, c'est là où le ROI, il explose, c'est-à-dire qu'on serait passé à 1239% de ROI, et donc on aurait été à 165% par an Mmh. de gains sur le capital investi. La magie de l'IMO. La magie de l'IMO. Et c'est là où on voit que, au final, c'est une opération qui, comme tu l'as dit, s'est très bien passée les premières années. On a eu un petit souci, enfin un gros souci sur la fin qu'on a finalement pu gérer. Et malgré ça, en fait, les chiffres, ils sont stratosphériques. Et c'est vrai que nous, ça nous fait un petit peu réfléchir, parce qu'on se dit, bon, effectivement, nous, le principal avantage qu'on avait sur ce bien-là, c'est que comme le crédit, pour être transparent avec vous, il restait quoi? Il restait 3 500 euros, je crois, sur le Ouais, même moins que ça, capital je restant crois, dû. ouais. Donc forcément, c'était full cash sur le compte. Si on fait ça avec d'autres de nos biens qu'on détient depuis moins Non, mais on les a longtemps, pas autant amortis, c'est voilà, on sûr. les a pas autant amortis, ils ont peut-être pas pris autant de plus-value, parce que là, forcément, c'est un bien qu'on avait acheté en Ouais, mais 2018 t'avais aussi. pas non plus un énorme cash flow dessus, au Sur ce final. bien-là? Ouais. Oui, parce que le crédit était Et court. voilà, c'est Maintenant, on ça. aurait fait un crédit sur 20 ans, on aurait, au lieu d'avoir des échéances de 500 euros, on aurait eu des échéances de 200 euros, tu vois. Peut-être qu'on l'aurait même pas vendu. En fait, là aussi, on l'a vendu parce qu'on avait fini le prêt, tu vois, Oui, et c'est qu'il ça, fallait replacer l'argent. C'est une logique après d'investisseur. tout à On fait. n'allait pas le garder parce qu'on l'aimait bien. D'ailleurs, on l'aimait pas, mais voilà, Oui, quand vous arrivez au bout d'un truc, c'est bien de replacer mieux votre argent à un meilleur taux. Mais le placement était exactement. déjà bon à la base. Puis après, c'est toujours pareil.
sur ce bien-là, pour moi, le défaut principal que je trouve, parce que finalement, le problème qu'on a eu, c'est un peu la faute à pas de chance, et vous faites le même investissement que ça, il y a qu'une chance sur 50 que vous ayez le même problème que nous. Par contre, ce que vous aurez comme problématique si vous faites la même opération que nous, c'est que vous allez quand même vous aussi payer 10 000 € de taxes foncières en 8 ans, payer 22 500 € de charges de copro en 8 ans, et c'est là où, pour le coup, on refera pas comme ça d'appartements dans des résidences des années 70 en termes d'investissement IMO. Je le déconseille pas pour des primo-investisseurs, parce qu'en fait, on doit tous commencer quelque part, et que ça a des avantages, et que Non, c'est des investissements qui sont intéressants à tu trouver. sais, là où je l'aurais bien vu aussi, cet appart, il était bien configuré pour une coloc, Pour faire une coloc, typiquement. tout à fait. Et là, je pense qu'en vrai, la personne qui l'a acheté là, elle se gavait, quoi. Bah ouais, Donc, elle l'achetait 100 000 €, elle faisait une coloc 3 ouais, chambres. mais c'est ça. Et je crois qu'il l'a gardé pour CRP, l'acheteur. Mais en vrai, moi, je l'aurais tellement vu en coloc, il n'y avait pas énormément de travaux pour finir de diviser. Donc, vraiment. Ouais, ça pouvait être vraiment sympa. Et le truc, c'est que moi, c'est peut-être le défaut que je trouve à cet investissement, c'était effectivement le coût de la taxe foncière, des charges de copro qui était importante. Et c'est vrai que on en reparlera sans doute, on espère, si on a encore ce podcast, je sais pas, dans 5 ans, et qu'on vend peut-être une opération qu'on a achetée plus tard sur, par exemple, un immeuble en monopropriété, qu'on puisse comparer un peu. Mais c'est vrai que ce qui vient également renier une grosse partie de ce qu'on a gagné, c'est tout simplement les charges fixes qui étaient très importantes sur ce bien-là, via la taxe foncière et les charges de copro. Après, c'est toujours pareil, c'est pas parce qu'on ne refera pas d'investissement comme ça sur des résidences des années 70 que vous pouvez pas faire des bonnes affaires. À la preuve, on a un deuxième appartement un peu similaire à celui-là, dans la même résidence, mais pas dans le même bâtiment. Et la réalité, c'est que pour le coup, les charges sont 3 fois moins chères, parce que le chauffage est individuel et que le syndic est pas le même. Et du coup, c'est un bien, alors il est plus petit, il fait 32 mètres carrés, mais globalement, on le détient depuis quasiment si longtemps. Celui-là aussi, ça fait 8 ans maintenant. C'était le truc c'était l'achat d'après, quasiment. C'était l'achat d'après aussi. C'était l'achat d'après. Ouais, voilà. Donc on le détient depuis février 2019. Ouais. Donc ça fait 7 ans aujourd'hui. Et globalement... J'avais fait la peinture dans celui-là. Qu'est-ce qu'il y a ? J'avais fait la peinture dans celui-là. Ouais, t'avais fait la peinture, tout à fait. Et celui-là, honnêtement, faudra compter, mais à mon avis, en charge de copro, on a dû payer genre moins de 10 000, quoi. Enfin, peut-être même moins, peut-être 7 000, tu vois. On a dû payer genre un tiers de ce qu'on a payé pour le gros. Ce qui est largement plus raisonnable. Donc c'est pour ça que ça, c'est des choses qu'il faut toujours regarder dans ces investissements. Mais voilà, quoi qu'il arrive, c'est là qu'on voit que le nerf de la guerre dans l'immobilier, c'est acheter pas cher. C'est ça. Bon, on espère que cet épisode vous a plu, que ça vous donne un peu de réflexion quand même, s'il y en a qui trouvent toujours que l'immobilier c'est pas une bonne chose. Nous, au final, quand on fait les comptes, c'est indéniable, hein, c'était quand même un bon placement. On aurait toujours pu faire mieux, c'était le premier. Maintenant, avec l'expérience et tout ça, voilà. Écoute, c'est pas mal pour une première OP. Non, franchement, c'était bien. Donc, écoutez, on va essayer de replacer du coup cet argent encore mieux, et on espère que ça vous motive à faire pareil. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça nous aide, à nous suivre sur La Flouserie et Quitte le Boomer Dream sur Instagram, où on partage un peu notre quotidien d'investisseur. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao.